bonjour à tous. Donc du coup, on va vous parler de la transformation digitale, avec la main gauche, du monde de l'énergie. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas le jeu de mots de l'emoji en forme de main, c'est que digital en anglais, c'est un rapport avec le numérique, mais en français, c'est un rapport avec les doigts. Donc c'est une très mauvaise traduction. Voilà. Donc, Allô? Ouais. Donc voilà. Bon, venons-en au fait. Donc là, on va vous parler donc, de l'analyse de données dans le domaine de l'énergie. Donc on va classer 3 types de bâtiments principaux. Donc il y a les maisons de particuliers ici, les bâtiments donc d'office ou les immeubles et les usines. Donc, tous ces bâtiments, ils consomment de l'énergie. Pardon, oula. Ils consomment de l'énergie et cette énergie, ça représente environ 40% de l'énergie mondiale, de l'énergie consommée dans le monde. Donc c'est assez énorme. Et cette énergie, elle est consommée par plusieurs sources. Donc ça peut être dû au chauffage, à la climatisation, à l'électricité, à des machines-outils, etc., à des chauffe-eau. Et depuis quelques années, on s'est mis à essayer de traquer cette consommation, donc notamment par le biais de capteurs. Les données qui sont remontées, donc, elles peuvent être stockées soit en local, soit dans un cloud. Et ça permet ensuite d'être analysées. Donc cette analyse, elle peut être faite soit par des experts, donc par des humains, soit par des algorithmes. Donc, quoi qu'il en soit, cette analyse elle a pour but d'avoir un retour sur notre consommation pour ensuite, bien évidemment, baisser notre consommation d'énergie et pas pour l'augmenter. Et du coup, là, ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt l'approche machine learning. Du coup, avant d'aller plus loin, j'avais une question à vous poser. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont déjà au moins entendu parler de ce qu'était qu'un challenge dans le domaine du machine learning? Oui, levez la main juste pour voir. OK. Et est-ce que parmi vous, il y en a qui ont participé à un challenge? Oui. Bon, j'espère qu'à la fin de cette présentation, vous aurez tous entendu parler de ce qu'est un challenge et qu'on vous aura donné envie de participer. Du coup, là, c'est un peu un schéma, c'est le nôtre, hein, il n'est pas exhaustif et il n'a pas la prétention d'être véritable, de refléter la vérité absolue, mais c'est le nôtre, donc c'est comme ça qu'on pourrait aborder une problématique dans le cadre d'un challenge de machine learning. Donc, la première partie, qui représente environ 80% du travail, ça serait la récupération des données, parce que bien sûr, en machine learning, on a besoin de données. Donc la récupération des données, la formulation du problème, parce que pour faire un challenge, donc une compétition, il faut que le problème soit correctement formulé. Et ensuite, itérer avec les données, histoire que s'assurer que notre problème et les données que l'on a collectées, on puisse arriver à quelque chose de réalisable. Ensuite, le reste du travail, c'est ce qu'on va appeler le feature engineering sur lequel je vais revenir, et la construction d'un modèle pour ensuite arriver à une solution finale. Et du coup, ça représente environ 20% du travail. Et c'est sur ces 20%-là que va se concentrer la compétition. Pourquoi? Parce qu'il est possible de donner un critère objectif, une métrique objective, qui va permettre d'évaluer des challengers sur l'efficacité de leur modèle. Du coup, on va vous présenter là aujourd'hui 2 challenges qui ont été organisés par Schneider Electric. Donc, si ça peut vous donner envie de participer à un challenge, donc le premier challenge dont l'objectif était de réaliser une prédiction de consommation électrique, il a réuni environ un peu plus de 1000 personnes et le prix qui était réparti sur les 3 premiers participants était de 23 000 €. Et on va vous parler ensuite d'un deuxième challenge qui a été également organisé par Schneider Electric. Et là, c'est Kevin qui va vous en parler plus en détail, mais le prix était également de 23 000 €. Donc la première question, donc là je vais revenir sur le premier challenge, donc dont le but était de prédire une consommation électrique de bâtiments. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi organiser ce genre de challenge et quel est l'intérêt de prédire la consommation électrique d'un bâtiment? Qu'est-ce que ça nous apporte? Donc, être capable de prédire la consommation électrique d'un bâtiment, ça va être
ça va être hyper important lorsqu'on va chercher à anticiper et à contrôler des mécanismes de chauffage ou de climatisation, par exemple. Ça va être également un moyen d'avoir une baseline dans la vie de pouvoir anticiper la consommation du bâtiment, et aussi ça va pouvoir permettre de traquer des anomalies. C'est-à-dire si on est trop loin de la prédiction qui a été faite, bah, va falloir se poser des questions. Est-ce qu'on laisse trop les lumières allumées? Est-ce qu'il y a une machine qui a tourné toute la nuit, etc. Et en plus, vous allez le voir notamment avec le challenge de Kevin, la prédiction, ou le forecast en anglais, est un peu considéré comme la colonne vertébrale pour bien des domaines et des problématiques liées au bâtiment. Du coup, ce challenge, qu'est-ce qu'on a donné aux participants? Donc, voici les données qui ont été fournies. Donc, avec en haut, en rouge, ici, une consommation électrique de bâtiment. Donc, avec en abscisse le temps. Donc là, c'est sur environ 2 semaines. Et en ordonnée, l'énergie. L'énergie consommée par le bâtiment. Alors, comme vous pouvez le voir, le pattern il est assez caractéristique de la consommation d'un bâtiment dit d'office, c'est-à-dire de bureau. Parce qu'on a 5 pics pour les jours de semaine et 2 petits pics pour les jours de week-end, où on consomme beaucoup moins. En dessous, vous avez la température en vert, donc avec toujours le temps en abscisse, et la température en degrés en ordonnée. Donc on a donné ce genre de ce qu'on appelle des time series, donc c'est-à-dire des données temporelles, pour environ 200 bâtiments. L'objectif, c'est, voilà, on s'arrête ici, et maintenant, quelle a été la consommation de ce bâtiment après la ligne noire? Donc ça, c'était l'objectif du challenge. Donc là, je reviens à ce schéma. Et du coup, là, comme je vous ai dit, on va se concentrer sur cette partie, parce que c'est cette partie qui est évaluée par le challenge. Et on va commencer par le feature engineering. Donc le feature engineering, qu'est-ce que c'est? Donc, un jeu de données, ça peut souvent se présenter comme ça. Donc on a ce qu'on appelle des features ou des drivers, c'est-à-dire des données. Là, en l'occurrence, c'était la température. Et la target, la cible, c'est ce qu'on cherche à prédire. Donc là, c'est la consommation électrique. Donc, voilà, plus mathématiquement, on va représenter les choses comme ça. Donc, le feature engineering, c'est voilà, on vous a donné des features, des drivers, que sont la température. Maintenant, on va essayer d'en créer des nouveaux qui vont permettre de mieux expliquer, de mieux prédire notre target. Du coup, là, je vais vous donner un exemple qui est assez caractéristique dans l'analyse de time series. C'est je ne sais pas comment traduire en français, le cyclical time encoding. Du coup, voilà, donc souvent, le temps, on le représente comme ça, donc c'est la flèche du temps avec les heures qui vont de 0 à 24. Donc la distance qui sépare 2 heures du matin de 10 heures du soir, c'est 20 heures. Je ne me suis pas trompé, vous êtes tous d'accord? Sauf que malheureusement, le temps, ce n'est pas une flèche, c'est plutôt un cercle. Et en réalité, si on appréhende le temps comme un cercle et non plus comme une droite, la distance qui sépare 2 heures du matin de 22 heures, c'est 4 heures, en fin de compte. Et du coup, vu que lorsqu'on a des algorithmes de machine learning, la distance qui sépare 2 points, ça va être quand même quelque chose d'assez critique. Et on a envie que 22 heures, ce soit assez proche de 4 heures du matin. Du coup, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on transforme le temps pour obtenir ça? Donc, ça, c'est la question qu'on se pose. Et il y a une réponse, c'est de projeter en fait nos données temporelles dans un espace trigonométrique. Vous en avez tous fait au lycée, ou au collège même. Au collège. Du coup, voilà, la formule, elle est assez simple. Donc, il y a ici, c'est pi que vous connaissez. H, c'est l'heure, divisé par 24, parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc voilà, là, c'est un exemple assez caractéristique. Mais c'était pour illustrer, donc il y a plein d'autres exemples, plein d'autres techniques, et après, il faut être créatif. Cette étape de feature engineering, ça peut paraître bête, mais elle est extrêmement importante, puisque chez les 3 premiers challengers, ils ont tous utilisé le même type de modèle. En revanche, ce qui les a départagés, c'est uniquement cette étape de feature engineering. Donc c'est dire à quel point cette étape est importante dans le processus d'analyse des données. Donc maintenant, on va arriver au modèle. Et du coup, le modèle qui a massivement remporté ce challenge, c'est le Boosted Tree. Donc là, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que le Boosted Tree. Donc, et comment cet algorithme peut exaucer vos souhaits. Donc, voici un arbre de décision typique. Donc, cet arbre, il est généré de manière automatique
par l'algorithme. Alors là, on ne va pas rentrer dans le détail de comment c'est fait, ce n'est pas du tout l'objectif. Mais voilà, on va donner des données à notre algorithme et il va créer cet arbre-là. Donc par exemple, il va se poser une question, à chaque fois, il va répondre par oui ou par non. Donc est-ce qu'on est la semaine? Oui. Est-ce qu'on est plutôt en journée? Oui. Bon, bah, on va consommer à peu près 90 kWh. Si on est le soir, plutôt 10 kWh, etc. Cet arbre, il est généré de manière automatique. Donc ça, bon, voilà, ça c'est la profondeur d'arbre, parce qu'il peut y avoir bien sûr plus de questions que ces deux questions-là qui vont être posées. Et ça, c'est notre prédiction. C'est ce qui va être en sortie d'arbre, c'est la prédiction que notre algorithme va faire. Donc, sauf qu'entre notre prédiction et la réalité, bah, il y a une différence. C'est ce qu'on appelle l'erreur. Et à partir de cette erreur, bah, c'est possible de recréer un autre arbre. Et du coup, c'est reparti mon kiki. Donc, ce qu'on a, pour résumer, c'est on a nos données de départ, on crée un arbre, ça nous donne une erreur, on recrée un arbre, ça nous donne une erreur, on recrée un arbre, etc. Et ça, le nombre d'arbres qu'on va créer, bah c'est vraiment un des paramètres de l'algorithme, et c'est là-dessus que les challengers vont essayer aussi de tuner et de s'améliorer. Donc maintenant, je vous ai parlé donc, de cet algorithme de Boosting Tree et comment il a fait pour répondre à la question de la problématique du forecast. Et là, avec le deuxième challenge que va vous présenter Kevin, on va vous montrer comment le forecast, enfin, la prédiction, peut être utilisée dans un autre contexte. Hop. Donc moi, je vais vous parler du deuxième challenge qui concernait l'optimisation de la stratégie de consommation énergétique côté demandeur, côté consommateur de l'énergie. Alors pourquoi c'est un problème qui est hyper important? Un des objectifs de la transformation énergétique, c'est d'intégrer à notre production énergétique beaucoup plus de sources d'énergie qui sont des énergies renouvelables. Et le problème de ces énergies, c'est qu'elles sont difficiles à prédire. On a du mal à les stocker et on a du mal à prédire quand est-ce qu'on va produire cette énergie. Donc un des moyens pour garantir la sécurité du réseau électrique, c'est de faire ce qu'on appelle d'utiliser le tarif en heure creuse pour inciter les consommateurs d'énergie à consommer l'énergie quand elle est disponible et à en moins en consommer quand elle ne l'est pas. Et pour un bâtiment intelligent, une des possibilités, c'est d'utiliser localement une batterie et un panneau solaire pour avoir cette flexibilité. Et l'objectif du challenge était de proposer un algorithme de contrôle de cette batterie. Alors les données qui étaient fournies aux compétiteurs, pour 11 bâtiments, ils avaient accès à des données historiques de consommation, donc en rouge, et des données historiques de production d'énergie photovoltaïque. Donc on voit que l'énergie photovoltaïque est produite principalement quand il fait jour. Ils avaient aussi accès au prix d'achat et de vente de l'énergie sur le réseau électrique. Et toutes les 15 minutes, ils devaient fournir un algorithme auquel on fournissait une prédiction sur la consommation énergétique et sur la production énergétique sur les prochaines 24 heures. Et leur algorithme devait renvoyer comment la batterie va être utilisée sur les 15 prochaines minutes. Pour comparer les résultats des algorithmes entre eux, le score est assez simple. Donc on compare l'argent qui est dépensé sans batterie. Donc l'algorithme de contrôle est très simple. Dès que l'énergie est là et qu'elle est en trop, on la consomme. Et si jamais on ne peut pas la stocker, donc on la vend. Et donc cette énergie dépensée, cet argent dépensé, on l'a comparé à l'argent qui est dépensé avec le contrôleur des compétiteurs. Donc ça permet d'avoir un score en pourcentage des économies faites avec une batterie. Et à la fin de ce challenge, les meilleurs compétiteurs ont permis, sur les 11 bâtiments, d'économiser en moyenne 19%, d'économiser 19% sur leur facture d'énergie à la fin du mois. Donc comme c'est un problème qui est très intéressant, donc plutôt que de présenter la solution qui a été proposée par les compétiteurs, on s'est dit on va essayer de le résoudre, on va vous présenter une autre solution. Alors, mathématiquement, c'est un problème d'optimisation. Donc, on commence par poser la fonction à minimiser. Donc, toutes les 15 minutes, et sur les prochaines 24 heures, on va chercher à minimiser ce qu'on achète du réseau multiplié par son prix. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va payer. Si on prend cette énergie du réseau, c'est ce qu'on va payer. Donc, c'est ce qu'on cherche à minimiser. Et ce qu'on prend du réseau, c'est ce qu'on va consommer, donc sur les prochaines 24 heures, moins ce qui va être produit, moins ce qu'on va mettre ou prendre de la batterie.
Et on a en plus les contraintes liées à la batterie, puisqu'une batterie, ça a une certaine puissance, donc on ne peut pas la charger, la décharger à la vitesse qu'on veut, et ça a une certaine capacité, donc on ne peut pas la charger plus que sa capacité. Le problème, donc le problème écrit comme ça, c'est un problème d'optimisation linéaire, qui est assez simple à résoudre, mais ce n'est pas la réalité de notre problème, puisque en réalité, à un instant T, on ne connaît pas sur les 24 prochaines heures, on ne connaît pas ce qui va être consommé, ce qui va être produit. Donc on nie le fait que ce qu'on a, ce sont des prédictions et non la réalité. Donc pour pallier à ça, comme on avait des données historiques et que le contrôleur il a déjà vu un certain nombre de forecasts, puisqu'il a déjà été appelé toutes les 15 minutes à chaque instant, il est capable d'estimer l'erreur qui est produite autour de chacun des forecasts. Donc lui, il sait que quand l'algorithme qui lui donne un forecast, il lui fournit une valeur, il sait qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait celle-là. Il sait qu'il y a une erreur autour de cette valeur. Donc il est possible de calculer un intervalle de confiance et il est possible de considérer plusieurs scénarios. Donc de diviser cet intervalle de confiance, de discrétiser et de considérer plusieurs scénarios. Donc sur les 24 prochaines heures, plutôt que de considérer juste ce qui va nous être donné par le forecast, on va aussi considérer un certain nombre de scénarios. Donc ici, on a pris 5. Donc on va faire la somme, on va chercher à minimiser sur tous les scénarios possibles. Donc dans chacun des scénarios, ce qu'on va prendre du réseau, ça va être ce qu'on va consommer sur ce scénario-là, moins ce qui va être produit sur ce scénario-là, et moins ce qu'on va choisir de mettre ou de prendre de la batterie. Donc là, c'est ce qu'on appelle d'optimisation sous contrainte stochastique. Donc on a toujours les contraintes physiques sur notre batterie. Et ce problème écrit comme ça, c'est encore un problème d'optimisation linéaire. Donc il est possible de le résoudre, c'est un problème qui est plus grand, puisqu'il a été multiplié par le nombre de scénarios qu'on considère, mais il est toujours possible de le résoudre avec les mêmes outils mathématiques que le problème d'optimisation, sans considérer le stochastique. Donc c'est ce qu'on a fait, on l'a implémenté en Python. Et on a comparé notre solution avec l'existant, puisque l'existant était disponible sur Internet. Donc on a pu lancer l'existant, et dans les mêmes conditions, vu que les données étaient disponibles aussi, on a pu se comparer et obtenir notre erreur. Donc on a remarqué un léger gain par rapport à la première méthode de la compétition. Et si on veut aller plus loin, ce qui est intéressant avec ce genre de compétition, c'est que comme on est ingénieur et c'est ce qui nous intéresse, c'est ce genre d'avancée technique, et ben, il est possible d'aller sur GitHub, de prendre notre code et d'aller plus loin, de proposer un algorithme et de se comparer aux existants. Voilà, donc sur ce challenge, donc ce qu'on voit, c'est... Parce qu'on on est là pour parler de digitalisation du monde de l'énergie, donc ce qu'on voit, c'est que grâce aux algorithmes ici, on économise quand même 19% sur la facture de l'utilisateur. Et ces 19%, ils correspondent aussi à une réalité de consommation, puisque le temps en heure creuse, il va être calculé sur certains principes. Puisque, bon, en France, le temps en heure creuse, c'est moins cher la nuit que le jour. Et ça, c'est parce que la nuit, l'énergie est plus disponible. Donc il vaut mieux la consommer la nuit. Donc c'est toutes ces choses-là qui font que notre façon de consommer est en train de se digitaliser. Et là, on a vu l'intérêt aussi que tous les algorithmes sont GitHub, donc il est possible pour nous de rentrer dedans et de se comparer. Donc la conclusion générale par rapport à ce qu'on vient de dire et au challenge dont on a parlé, c'est que le premier intérêt, c'est que on a des données qui sont disponibles et on a un contexte. Donc nous, en tant qu'ingénieurs, on peut rentrer dans une problématique et commencer à le comprendre, commencer à y réfléchir. Le deuxième intérêt, c'est que les solutions sont également disponibles. Il y a une communauté qui s'est créée autour de cette compétition et on peut aller voir quels sont les algorithmes qui ont été proposés. On peut se former et on peut jouer avec les algorithmes des gagnants. Et le dernier intérêt, c'est que la communauté continue à vivre et que donc c'est ce qu'on a fait. On a posé un algorithme qui va se comparer à un benchmark qui est déjà existant et ça crée une communauté autour de cette digitalisation du monde de l'énergie. Voilà, donc si vous avez des questions. Bonjour. Les challenges, ils se passaient sur combien de temps? Pardon, je les challenges, ils étaient sur combien de temps?
pour 2 réaliser mois. 2 mois. Et vous avez mis combien de temps pour Oh, bah, pas 2 mois à temps plein, forcément. En nombre d'heures, c'est dur à dire, en fait. À la grosse, je dirais que allez, 30 heures, 40 heures peut-être. D'accord, merci. D'autres questions?